Cette soirée s'est orientée autour de l'activité physique, le froid et les modalités de récupération, notamment la cryothérapie. On a 2 intervenants ici de l'Université de Poitiers. Donc Benoît Duguet, professeur d'université, spécialiste de niveau international autour de la cryothérapie. Et nous avons Olivier Dupuis, qui est un maître de conférence donc de l'Université de Poitiers aussi en STAPS, chercheur lui aussi en physiologie de l'effort, qui va nous parler des techniques de récupération et l'utilisation notamment du froid, mais pas que. Ils vont préciser tout ça. En tout cas, je les remercie vraiment beaucoup d'être venus ici bénévolement ce soir. Je tiens à le souligner, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Et donc, avant de commencer, je pense qu'on peut les applaudir. Et je leur laisse la parole. Messieurs, bonne conférence. Bon, on va rester assis. Enfin, au début, je vais rester assis. Puis, à un moment donné, je vais me lever, je pense. Merci Nicolas pour l'introduction. Donc, je tiens à remercier les organisateurs de la soirée, le SCUC et les différentes personnes partenaires de la soirée. Donc voilà. Donc je vais commencer à prendre la parole en premier. Donc on va effectivement, avec Benoît, vous présenter différentes choses sur le froid et la cryothérapie. Donc je vais plutôt moi m'orienter sur comment utiliser ces techniques-là dans le domaine de la récupération, post-exercice ou récupération sportive. Et puis effectivement, je laisserai la place à Benoît qui vous parlera un petit peu plus de l'utilisation dans le domaine de la santé et de la cryothérapie. Alors, on n'aura peut-être pas forcément des recettes à vous donner, mais on vous fera un état de l'art sur ce que l'on sait ou pas et ce qu'il nous reste à savoir sur la cryothérapie. Donc, pour ma part, vous parlez de la récup, c'est important de vous parler de la récupération sportive et de son utilisation. Mais pour ça, je vais quand même vous présenter un petit peu les différentes techniques qu'on utilise dans le milieu sportif pour terminer sur la cryothérapie et pour vous dire quelle est l'efficacité de la cryo par rapport aux autres techniques, et donc de la situer par rapport à ça. Donc il y a des gens qui ont déjà plus ou moins vu ce type de présentation qu'on a fait. Alors vous le voyez ici, le contexte d'utilisation du froid, on le retrouve dans deux grandes sections, hein, le milieu de la santé et effectivement le milieu sportif. Et effectivement, dans le milieu sportif, on retrouve de grandes techniques d'exposition au froid. Soit vous rentrez dans une chambre de cryothérapie, soit il existe effectivement des bains froids. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, moi, je vais m'intéresser au milieu sportif. Alors, vous savez très bien qu'il faut faire très attention. On est dans une ferveur en ce moment, activité physique santé, qui est bonne pour la santé. Et puis, faire du sport pour la performance sportive. J'aime bien toujours intégrer mes conférences en vous parlant de la légende de Milon de Crotone. Donc, les étudiants sont déjà au courant de tout ça. Alors, Milon de Crotone, c'est qui ? C'était un athlète grec, un lutteur, qui était capable de porter un bœuf sur ses épaules. Était tellement fort qu'il portait un bœuf sur ses épaules. Et puis, la légende dit que Milon de Crotone, pour en arriver à ce niveau de performance, c'est qu'en fait, depuis tout petit, il s'était entraîné à soulever un veau. Et plus il grandissait, plus le veau était grand aussi, plus Milon de Crotone devenait fort. Donc, on pourrait penser que l'entraînement sportif, c'est ultra simple. À partir de demain, nous serons tous champions du monde. Si je m'entraîne suffisamment et tout le temps, je vais être hyper performant. Faux. C'est totalement faux, parce que le risque qui risque à avoir par la suite, c'est pas de devenir Milon de Crotone, c'est un athlète qui est totalement surentraîné ou fatigué. Donc vous allez vite voir pourquoi je vous parle de ça. Effectivement, quand on parle d'entraînement sportif ou du sport santé, on est d'accord que finalement, pour avoir ces adaptations, je dois m'entraîner. Et on pourrait penser que plus je vais m'entraîner, plus je vais m'adapter favorablement. Si vous regardez le graphique de derrière, c'est une relation qui existe entre la charge d'entraînement et votre niveau de performance. Alors, performance, ça peut prendre différents sens. Performance sportive ou performance de tous les jours. Et on se rend compte que, effectivement, au début de votre programme d'entraînement, vous allez vous améliorer. Mais il existe un seuil à partir duquel, on voit bien ici, il existe un seuil à partir duquel toute augmentation de votre charge d'entraînement ne se traduira plus par une augmentation de vos performances. Et ce qui se passe par la suite, c'est effectivement, vous allez passer par des phases qu'on appelle de dépassement, voire de surentraînement. Ça interpelle. Ça veut dire que finalement, ce qui fait que vous êtes performant ou en bonne santé par l'activité physique, c'est qu'à la fois, vous vous entraînez bien, mais que derrière, vous laissez votre corps suffisamment de temps à votre corps pour récupérer. Donc ça, c'est relativement important. Je vous donne un exemple. Imaginez que ce soir, on va courir après la conférence, on fait une séance intermittente sur la piste, comme vous voulez. Vous allez avoir vos performances physiques qui vont être perturbées après cette séance d'entraînement et puis vont revenir à un état initial après quelques jours de repos.
Et votre niveau de fatigue, effectivement, il sera important après votre séance d'entraînement, et puis il va diminuer les jours qui suivent. Ça, c'est classique. Hein, cet état de fatigue, on le recherche. Finalement, il est nécessaire parce que c'est ce qui vous permet d'être entraîné. Donc cette fatigue, elle est normale, elle est réversible en quelques jours. Et si on ne l'obtient pas, c'est un peu ça le défi de l'entraînement, eh bien, vous n'allez pas vous améliorer. Donc on se situe dans un contexte un peu particulier. Alors la fatigue, après s'être entraîné, elle va se manifester de différentes manières. Elle va s'installer dans votre corps à différents endroits, si je peux me permettre, aussi bien au niveau de votre cerveau qu'au niveau de vos muscles. Hein, donc ça a été très très bien montré, que là, si vous regardez un petit peu ces publications-là, on a demandé à des gens avant de faire une séance d'entraînement et après dans le temps jusqu'à 24-48 heures après, on s'est rendu compte que lorsqu'on demandait aux gens de faire un mouvement maximal volontaire, il y avait des perturbations de la force qui étaient totalement normales. Donc là, imaginez, vous partez de zéro, vous êtes à 100% de vos performances, et là, vous voyez, vous avez une perturbation jusqu'à 24 heures après une séance d'entraînement. C'est normal, c'est classique. La fatigue, elle peut aussi se traduire par des perturbations au niveau musculaire. Vous avez des courbatures, vous avez fait quelques petites déchirures musculaires, c'est normal. Regardez, on a post-exercice dans le sang des différentes mesures de l'inflammation qui ne sont pas revenues au niveau de base 24 heures après une séance d'entraînement. Si je vous parle des courbatures, tout le monde a senti des courbatures après des séances d'entraînement. En général, les courbatures, on va les ressentir 24, 48 heures, même jusqu'à 72 heures post-exercice. Donc ça, c'est classique, c'est quelque chose qui est normal. Ça fait partie des mécanismes qui se font et qui se mettent en place après des séances d'entraînement. Mais il va falloir les gérer. C'est ça le problème. Donc on est dans une sorte de dilemme. D'un côté, je dois m'entraîner pour être performant ou être en bonne santé, et je crée une fatigue. Si je ne la crée pas, pas d'entraînement, pas de bienfait. Mais d'un autre côté, j'ai un petit bonhomme qui va tirer et qui va dire attention, je vais laisser mon corps le temps de récupérer, ou je vais mettre en place une technique de récupération qui va me permettre de faciliter et de récupérer plus rapidement. Et notamment la cryothérapie et plein d'autres techniques. Donc le but un petit peu pour moi, c'est de vous présenter ces techniques et de vous montrer à quel point la cryothérapie peut être intéressante, ou les bains froids, peut être intéressante dans la récupération sportive. Alors, lorsque vous mettez en place un programme d'entraînement, vous êtes d'accord avec moi, vous l'avez bien compris, d'un côté, on fait en sorte d'avoir un bon contrôle de charge d'entraînement, et de l'autre côté, on va contrôler la fatigue et la récupération. Donc je vais passer assez rapidement. Il y a plein de techniques qui existent. Parmi ces techniques, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui fonctionnent, et d'autres qui sont préconisées et qui ne fonctionnent pas. Donc le but un petit peu, c'est de faire un peu mythe et réalité de toutes les techniques qui existent, puis on va terminer par cryo. Et puis on va en discuter tout ça. Alors parmi les techniques de récupération, il y en a plein qui nous entourent. Hein. Le sportif ou la personne qui est en centre de réadaptation, autour de lui, il y a plusieurs techniques qui lui permettent de mieux récupérer d'une séance d'entraînement. Il va y avoir l'alimentation, le sommeil. Il y en a qui se remettent sur un vélo ou faire un footing, comme on dit, de décrassage. Il y en a qui portent des bas de contention. Il y en a qui utilisent la douche ou les bains froids. La bière de récupération, si vous voulez. J'en parlerai pas ce soir. Les étirements, les massages, ou on pourrait très bien se dire le repos tout court, est-ce que c'est utile ou pas? La base, hein, je vais être très franc avec vous, tout ce qu'on va vous raconter, moi en tout cas, dans la partie récupération sportive, Benoît c'est un peu différent parce qu'il va parler de la partie très santé, et là on est dans un autre domaine, mais sincèrement, un athlète ou quelqu'un qui serait dans une logique de réentraînement, le tremper dans un bain froid ou de la cryothérapie pour lui dire tu vas mieux récupérer, oui très bien, très très bien, mais la base pour améliorer ses adaptations à l'entraînement, c'est le sommeil et l'alimentation. C'est la base. Si vous ne faites pas ça, le reste, ça peut être un petit peu un effet intéressant. Mais la base de quelqu'un qui récupère bien, c'est qu'il dort bien et qu'il s'alimente bien. Derrière, après, on va mettre en place différentes techniques, différentes stratégies pour qu'il récupère encore mieux. Mais c'est vraiment important qu'on vous donne ce discours. Alors, je me suis permis d'emprunter des typographies de Yann Lemeur, là, qui est un vulgarisateur de la science. Et au niveau nutritionnel, c'est très bien connu. Ce n'est pas le but d'en parler ce soir. On en reparlera pour ceux qui poseront des questions après. Après, quelles sont les évidences, quelles sont les stratégies alimentaires à avoir post-exercice pour mieux récupérer? Je passe. Certaines évidences sont connues et beaucoup de choses sont beaucoup moins claires. Donc le but un petit peu, c'est de faire le tour. J'ai envie de reprendre les techniques les unes après les autres et on va voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
pour terminer sur bain glacé et cryothérapie. La première que l'on voit dans le milieu sportif, vous l'avez peut-être tous déjà vécu, ou on vous l'a préconisé après des séances de réadaptation ou de rentraînement. Après ton match de foot, ou après ton match de tennis, ou après ta séance, on va faire tout simplement une séance de décrassage. Donc les gens, on va vous remettre sur un vélo pour pédaler, ou on va vous remettre sur le terrain pour faire le footing de décrassage. Donc on vous réactive un petit peu pour éliminer, soi-disant, des déchets que vous auriez accumulés pendant l'entraînement. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la récupération active. Donc c'est des choses qu'on voit par exemple sur le terrain. Bon là, j'ai piqué la photo, mais c'est plus à l'échauffement. Là. Mais on voit souvent sur le bord des terrains des joueurs qui vont effectivement, après un effort, faire de la récupération active. Question qu'on se posait il y a plusieurs années déjà. Est-ce qu'on doit laisser l'athlète tranquille ou est-ce qu'on doit le réactiver pour qu'il récupère? Alors, vous allez voir, ça va être très simple. On va essayer de voir ça ensemble. Je vous donne un premier exemple. Alors, je m'excuse un petit peu, mais avec Benoît, on est des scientifiques et universitaires, donc on se base sur les preuves scientifiques. Il est hors de question que ce soir, on vous parle de ce que notre propre expérience elle est importante. L'empirisme est important, mais il est hors de question qu'on vous donne des recettes qui ne sont pas validées scientifiquement. Donc on a tout simplement comme support les résultats scientifiques par rapport à tout ça. Là, je vous présente deux courbes. On a pris des gens, on leur a fait faire différentes performances sportives des sprints de 6 secondes et on leur a fait faire, me semble-t-il, 6 sprints en leur faisant répéter ces sprints. Et puis pendant les sprints, on les a laissés récupérer. Il y a un groupe qui ne faisait rien, total, récupération passive. Puis un autre groupe qu'on leur a dit, continuez à courir un petit peu, et puis voilà. Et donc on a mesuré leur performance sur ces 6 sprints. Donc regardez surtout à la fin ce qui se passe. Donc là les gens, voilà leur performance, premier sprint, deuxième sprint, troisième sprint, quatrième, cinquième, sixième. Et les petites boules blanches, c'est les gens qu'on a laissés tranquilles entre les sprints. Puis les petites boules noires, c'est les gens qui ont fait de la récupération active. Dites-moi là, qui est le groupe qui a eu leurs performances les plus importantes en fin de répétition? Le groupe qu'on a laissé tranquille ou le groupe qu'on a réactivé pendant leur sprint? Les petites boules blanches, le groupe passif, c'est ceux qui ont conservé le maximum de performance. Donc finalement, ça a été un premier élément pour dire, attendez, la récupération active, ça ne permet pas de mieux récupérer. Ah non, ça ne permet pas. Bon, on va voir plus tard. Donc ça, je passe au judo. Alors, vous savez pourquoi on a parlé de ça? Souvent, on le voit sur le terrain, les gestes que je vous ai mis en photo, là, où on pique l'athlète, on pique des fois les patients, on leur prend leur lactate. Le fameux lactate, on en entend à toutes les sauces. Et on dit, oui, mais quand même, la récupération active permet d'éliminer le lactate. Parce qu'on a longtemps considéré que quand vous êtes en train d'utiliser dans votre corps du glucose comme source d'énergie, et qu'on ne dégrade ce glucose, on produit du lactate. Et puis longtemps, on a cru que le lactate était un facteur de crampes, de fatigue. Bientôt, demain matin, si j'ai mauvaise haleine, c'est que j'ai du lactate dans le sang, probablement. C'est une blague, je vous rassure. Si j'ai mauvaise haleine, c'est que je ne me suis pas lavé les dents, point barre. Ce n'est pas le lactate qui a posé le problème. Donc, mais longtemps, on a dit, pas de blague, Benoît. Et puis, on a souvent ciblé le méchant lactate parmi la bergerie, et donc il faut faire d'une footing de décrassage pour éliminer ce lactate. Bon, je vous confirme qu'il ne faut pas s'en occuper du tout. Ce produit-là, ce dérivé qu'on produit naturellement à l'exercice, derrière, il est réutilisé par votre cerveau, par votre foie, par vos muscles. Il y a plein d'organes différents qui le récupèrent et qui en refont des stocks de glucose et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas s'occuper de ça, il n'y a pas de problème. Et faites très attention, si je peux me permettre, à ce que vous allez retrouver dans les commerces. Je me suis permis d'enlever quelques marques de produits que vous pourriez trouver dans certains magasins ou pharmacies qui vous limiteraient l'effet du lactate à l'exercice. Ne prenez pas n'importe quoi. Vous allez attraper une bonne diarrhée. Je suis désolé, je suis filmé et enregistré, mais vous n'allez pas faire grand-chose de plus, tout simplement. Donc faites attention par rapport à ça. Le méchant dans l'histoire, c'est les ions H+, parce que quand vous êtes en train de faire en tout cas de l'utiliser de l'énergie, vous produisez ça, ça fait chuter votre pH, il y a un peu d'acidité, et puis c'est tout. Donc le but, je vais passer vite, le but c'est de revenir aux techniques de récup. Cette fameuse récup active. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui est un petit peu perturbant. On a pris des gens, on leur a fait faire un marathon. On les a testés avant le marathon, on les a testés après le marathon,
Et puis pendant plusieurs jours après le marathon, 1 jour, 3 jours, 5 jours, 7 jours. Donc on a fait des mesures physiques sur eux avant le marathon et puis juste après. Donc on va prendre un premier groupe. Alors, vous voyez là le groupe bleu. Avant ils étaient performants, puis après le marathon ils sont fatigués, ils sont moins performants. Puis le lendemain c'est dur encore. Puis 3 jours après, hop, ça augmente. 5 jours après, 7 jours après. Donc c'est pas si mal. Hein. C'est le groupe bleu. Et puis on a un autre groupe, le groupe rouge. On va regarder ensemble ce que ça donne. Pareil, on les a testés avant le marathon. Après le marathon, c'est dur, après le marathon. Hop, le lendemain, par contre, ils ont bien remonté. 3e jour, 5e jour, 7e jour. Il y a un groupe qu'on a laissé tranquille. Il y a un groupe, après le marathon, tous les jours, on les a fait faire un footing de décrassage, qui n'était pas très violent. Selon vous, quel est le groupe qu'on a laissé tranquille après le marathon et quel est le groupe qu'on a fait galoper tous les jours à très basse intensité? C'est le groupe? Alors vous me dites, le bleu, c'est le groupe qu'on a fait courir? Le rouge? Le groupe rouge, c'est le groupe rouge qu'on a fait courir tous les jours après le marathon. Alors regardez, ouais, ok, hein, le lendemain, pas de problème, hein, ils ont été plus performants. Mais notre vie ne s'arrête pas juste après un effort ou le lendemain. Notre vie, c'est tous les jours. Et regardez le groupe qu'on a laissé tranquille, ils ont été capables d'avoir ce qu'on appelle la surcompensation. Ils ont été capables d'avoir des performances bien plus importantes qu'avant le marathon. C'est un exemple qui vous montre que finalement, la récupération active, c'est un peu à double tranchant. Et à la fin de ma partie, on va même comparer la récup active avec de l'immersion en eau froide ou de la cryo, et vous allez vite vous rendre compte quel choix on devrait faire. Okay ? Bon, les étirements. Hein, alors ça a été longtemps proposé, il y a eu plein de choses de dites par rapport à ça. Dois-je m'étirer avant? Dois-je m'étirer après? Quel type d'étirement? Bon, alors attention, moi je vous confirme qu'à l'heure actuelle, effectivement, s'étirer vous permet de réduire vos risques de blessure, augmenter l'amplitude articulaire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand et à quel moment je dois faire des étirements? Jamais, vous m'entendez bien, vous ne faites d'étirements à l'échauffement, en statique, parce que vous allez perturber vos performances sportives. Par contre, intégrer dans un échauffement des étirements qu'on appelle de type balistique, c'est-à-dire avec des grandes amplitudes, faites-le, il n'y a aucun problème avec ça. Mais faire un étirement statique, donc vous voyez les gens, imaginez le pire, hein, vous voyez les volleyeurs qui s'étirent comme ça, les mollets. Juste avant de sauter après, faire des performances, en fait, il faudrait leur dire, les gars, arrêtez tout, vous êtes en train de perturber votre système neuromusculaire, vous n'allez pas être capable de sauter après. C'est clair. Donc, les étirements, oui, à l'échauffement, mais de manière balistique. Souvent, donc on ne fait pas d'étirement en statique avant, et les balistiques, ça vous permet quand même d'améliorer vos performances. La question, souvent, c'est que vos coachs vont vous dire, faites des étirements après l'exercice. Faites-en. Vous allez mieux récupérer, vous allez avoir moins de courbatures, et vous allez avoir de meilleures sensations. OK. Donc ça a été étudié. Ça a été étudié, et dans le domaine universitaire ou scientifique, souvent, il y a plein d'articles qui ont été publiés. Des fois, c'est un petit peu le casse-tête. Et ce qu'on fait certaines fois, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est-à-dire qu'on compile tous les résultats de toutes les études qui ont été publiées, et puis on regarde ce qu'il en est. Alors, donc on va voir si effectivement les étirements sont si efficaces que ça pour tout ce qui va être douleur, courbature. Donc là, vous voyez, je vous présente, c'est un tableau. On ne va pas trop regarder tout ça, ce sont toutes les études. Hein. Ce qu'on regarde, c'est ce petit carré à la fin, là. Et si ce petit carré, il va de ce côté-là à droite, c'est que c'est plutôt en faveur de la récup passive. Et s'il va plutôt à gauche, c'est que c'est plutôt en faveur des étirements. Alors, si je m'étire après une séance d'entraînement, est-ce que j'ai, un jour après, des courbatures? Effet 0. Bon, alors, OK, il n'y a pas d'effet pour les étirements après l'effort. Mince. Ah oui, mais les courbatures, ça arrive 24 heures après, enfin 2 jours après. Bon, ben on va voir. 2 jours après, 0. Bon, ben, des fois, il y a un pic des courbatures 72 heures après. 3 jours après, 0. Mais c'est pas étonnant, hein. Ça fait longtemps qu'on le sait que les étirements, après l'exercice, ne réduisent pas vos courbatures. Ça fait de nombreuses années qu'on le sait et qu'on ne cesse de le répéter. Donc, étirer un muscle après une séance d'entraînement ne vous permettra jamais de mieux récupérer. Et je vais même être franc avec vous, on va le voir tout à l'heure, c'est même pire que ça. Vous créez encore plus de dommages et vous créez encore plus d'inflammation.
Alors derrière, oui, Benoît va vous en parler. Si vous faites des étirements, vous avez tout intérêt à aller dans une chambre de cryo après, pour réduire l'inflammation. Mais ne faites pas d'étirements après effort, vous n'avez pas du tout amélioré tout ce qui est courbature post-exercice. Donc si vous devez faire des étirements, les étirements statiques, attention, plutôt si vous faites des étirements, vous les faites à distance de vos séances d'entraînement, et on privilégie plutôt des étirements dynamiques. Les massages. Est-ce que les massages, c'est si efficace que ça? Alors, on en reparlera tout à l'heure. Il y a plusieurs types de massages. Soit on se fait masser, soit on s'automasse, soit on utilise des rouleaux comme ça qu'on peut retrouver dans différents magasins. Et longtemps, on a décrié les massages. Il y a des gens qui étaient contre. Non, mais c'est un effet placebo, ça ne fonctionne pas, c'est nul. Ok, bon, très bien. Donc là, moi, je vais vous présenter une étude qui était, on ne peut pas faire mieux. On a pris des gens, on les a entraînés, on leur a fait faire une séance d'entraînement, et puis on a massé une jambe. On n'a pas massé l'autre. Donc une jambe. Donc vous êtes contrôle à vous-même. Je vous masse la jambe droite, mais je ne vous masse pas la jambe gauche. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est permis de faire des biopsies musculaires. Donc on fait une sorte de petit trou dans le muscle, et on regarde ce qui se passe dans le muscle. Après la séance d'entraînement et après le massage, pour la jambe qui s'est fait masser, et l'autre jambe qui ne s'est pas fait masser. Donc là, ça ne peut pas être placebo, c'est dans votre muscle. Et on s'est rendu compte très clairement qu'après avoir eu un massage, on va avoir une récupération qui va être favorisée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de petites cellules qui vous permettent de régénérer votre muscle, qui étaient en train tout simplement de se déplacer plus rapidement. On avait une migration qui était favorable. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Puis pour la petite blague, ce que je vous présente ici, donc on sait que les massages, c'est une des techniques de récupération très utilisées par nos athlètes de haut niveau, et notamment aux Jeux de Pékin, on était à 63% de pratique par les massages. Et ce que je suis en train de vous présenter là, c'est que les massages sont efficaces, et d'autant plus si votre masseur kinésithérapeute est confirmé. Donc en fait, vous voyez ici, c'est que en fonction de la pratique de votre masseur, plus le gars a une bonne pratique, plus il est confirmé, et plus l'efficacité sera importante. Donc à vous de choisir votre bon masseur. Les rouleaux, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien, ça a été montré, il n'y a aucun problème. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Et après, il y a des vêtements de compression. Donc vous voyez, dans les magasins, des fois, on dit, bon, mais je ne vous parle pas pendant l'exercice. Post-effort, est-ce que je dois mettre des vêtements de contention qui me permettraient d'améliorer un petit peu le retour veineux, des choses comme ça. Donc ça a été proposé effectivement dans la littérature, c'est en anglais, je suis désolé, mais effectivement, les vêtements de compression pourraient améliorer votre retour veineux, pourraient effectivement améliorer tout ce qui va être mécanique et système nerveux, pourraient aussi améliorer tout ce qui va être au niveau de la température du muscle, et probablement un effet important au niveau psychologique. Donc ça peut être intéressant. Donc encore une fois, je vais vous présenter des résultats d'un tableau que j'ai emprunté à Yann. C'était une revue de littérature qui était sortie sur le sujet. Est-ce que les bas de contention, après l'effort, me permettent de mieux récupérer? Alors vous voyez, il y a différents paramètres. Performance sportive, les courbatures, le lactate, bon, vous savez ce que j'en pense, le marqueur des dommages musculaires et la circonférence de la jambe. Alors circonférence de la jambe, on la prend pour les œdèmes, voir si vous avez fait un œdème ou pas. Si le petit bonhomme ne sourit pas, c'est que ça ne fonctionne pas. S'il y a un zéro, alors, il y a un effet délétère, excusez-moi, pas d'effet. Puis un petit bonhomme qui sourit si ça fonctionne. Alors est-ce que porter des bas de contention après un exercice me permet de mieux récupérer au niveau performance? Non, pour la force, pour les sprints, pas du tout. Pour les qualités d'endurance, on ne sait pas trop. Bon, les courbatures, ça fonctionne très très bien. Vous voyez, 12 études contre 3, c'est quand même pas mal. Bon, la lactatémie, je m'en fiche. Le marqueur des dommages musculaires, ça ne fonctionne pas très bien non plus. Et tout ce qui est œdème, c'est pas très clair non plus. Donc le seul intérêt à porter des bas de contention, c'est que vous risquez d'avoir moins de courbatures après l'effort. Donc il y a eu des recommandations faites par les kinés et qui disaient finalement vous pouvez porter pendant 20 à 30 minutes ces bas après l'exercice d'une pression de 30 à 40 mg de mercure. Donc ça, sont les bas de contention que là, vous prenez en pharmacie, ça sert déjà pas mal. Hein. Si vous en avez déjà porté, ça sert pas mal. Il ne faut pas les porter plus longtemps, ça ne sert à rien. Puis vous risquez de faire un peu d'œdème après, donc c'est pas intéressant. Bon, l'électrostimulation, je passe vite parce que finalement, j'ai pas envie de faire du tout de pub, j'en ferai pas, parce que ça ne fonctionne pas du tout. Pour la récupération sportive, je ne veux offusquer personne du milieu médical. Je sais que l'électrostimulation est utilisée pour la gestion de la douleur. Donc si vous allez au CHU de Poitiers, un centre antidouleur qui utilise effectivement
L'électrostimulation, oui, ça fonctionne très bien pour l'effet antalgique, mais pour la récupération sportive, il n'y a aucune évidence à l'heure actuelle que ça fonctionne très bien. Donc pour l'instant, investir dans un système qui serait dispendieux, un peu cher, et dont on ne connaît pas l'efficacité, je pense qu'il vaut mieux s'en séparer. Donc on va arriver au corps même de la conf, l'immersion. On va commencer par le froid, immersion et cryothérapie. Alors, l'immersion, c'est très utilisé depuis de nombreuses années, et vous avez plusieurs formes d'immersion qu'on peut faire après un effort physique. Donc soit je vous trempe dans une eau tempérée, 16 à 35 degrés, soit je vous trempe dans une eau très chaude, à plus de 36 degrés, soit je vous trempe dans de l'eau froide à moins de 15 degrés. Et on peut aussi utiliser l'alternance entre les deux, c'est-à-dire on peut faire douche froide, sauna, douche froide, et ainsi de suite. Donc ça existe tout ça. Pourquoi ça a l'air de fonctionner? Parce que tout simplement, quand vous mettez dans l'eau, il y a de la pression de l'eau qui s'exerce sur votre corps, qui peut avoir une certaine stimulation. Les réponses inflammatoires vont diminuer. Et puis, effectivement, le fait de sortir du chaud et d'aller dans le froid ou inversement, vous allez jouer sur un système qu'on appelle le vasoconstriction, vasodilatation, et qui va peut-être permettre une meilleure récupération au niveau hémodynamique. Alors, c'est pareil, je vais vous présenter encore une fois des évidences scientifiques. Donc, j'ai symbolisé les résultats par des petits smileys, c'est plus simple à lire. Alors, est-ce que ça fonctionne, l'eau froide, sur les douleurs? Ça fonctionne très très bien. Sur les dommages musculaires, ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, c'est normal. Vous avez créé des dommages, ça ne va pas les enlever. Ça va juste peut-être réduire l'inflammation. Les dommages, ils sont présents, c'est comme ça. Sur les qualités de force, ce n'est pas très très clair. Par contre, sur les qualités de puissance, effectivement, se tremper dans l'eau froide, post-exercice, ça peut très bien fonctionner. Attention, et je sais que Benoît va modérer mes propos, mais je vais les modérer moi-même. Attention quand même à l'utilisation du froid dans le contexte sportif. Il y a des études qui ont montré que ça pouvait peut-être empêcher certaines adaptations. Alors là, je vous présente une étude. Donc on a pris des gens, on les a testés avant et après un programme d'entraînement, donc c'était des gens sédentaires, qui n'étaient pas entraînés. Et en fait, à chaque fois qu'ils faisaient une séance d'entraînement, on leur mettait une jambe dans le froid, dans un bain glacé, et l'autre jambe pas dans le bain glacé. Et on a fait des mesures sur la jambe pas glacée et la jambe qui était glacée tous les jours. Et on s'est rendu compte que les adaptations entre les deux jambes n'étaient pas la même sur le même programme d'entraînement pour la même personne. Il y avait des bonnes augmentations de pas mal de choses sur la jambe qu'on avait laissée tranquille, et on s'était rendu compte qu'il y avait même une diminution du diamètre de l'artère fémorale, enfin un peu moins grande que l'autre jambe, qui avait été immergée. Donc ça a un petit peu interpellé les gens en disant « Mais attendez, est-ce que le froid, c'est une si bonne chose que ça ?» Oui, c'est une bonne chose, mais effectivement, ça pourrait, à vérifier, empêcher certaines adaptations, et notamment au niveau musculaire. Ça a été montré qu'effectivement, si je vous fais faire un exercice physique et que je veux créer des adaptations, vous mettre dans un bain glacé pourrait perturber ces adaptations-là, et du coup vous empêcherez d'obtenir les adaptations que vous recherchez. Alors, donc les gens qui décriaient le froid, ils ont sauté dessus. Hein. C'était très clair. Ah ben vous voyez, le froid, ça ne sert à rien. Attention. Peut-être que il peut y avoir un effet négatif sur les adaptations neuromusculaires à l'entraînement, mais sur d'autres adaptations, il n'y a aucun problème. Et ce problème-là que je vous présente ici, il serait à vérifier. Et je vous le présente, contre-argument, une étude qui est sortie sur des joueurs de rugby, qu'on a immergés dans l'eau froide pendant plus de 7 jours à chaque jour, versus on les a laissés tranquilles, et on s'est tout simplement rendu compte dans les résultats que ces joueurs de rugby qui se sont immergés dans le froid après chaque séance d'entraînement avaient une diminution de leur douleur musculaire, avaient une diminution de l'inflammation et une augmentation de leur performance sportive par rapport au groupe qui n'avait pas été dans le froid. Donc c'est pas si clair que ça qu'il pourrait y avoir des effets négatifs. Puis Benoît va vous présenter une autre étude qui dit que c'est pas si clair que ça. Donc effectivement, il faut modérer, il faut faire attention par rapport à tout ça. L'autre technique du froid, c'est d'utiliser le contraste froid-chaud. Donc je prends une douche froide et je vais dans le chaud après, ou inversement. Est-ce que ça fonctionne? Sincèrement, c'est une technique qui fonctionne très 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 bien. Tout ce qui va être sauna froid, il y a des très très bons résultats sur les courbatures, jusqu'à 96 heures après une séance d'entraînement, sur des marqueurs de dommages musculaires, sur des qualités de force chez des athlètes de haut niveau,
et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à l'immersion? Si je dois vous donner quelques recommandations par rapport à l'immersion en eau froide, ou tempérée ou alternée. Si vous voulez utiliser l'immersion alternée et la récupération, ce qui ressort un petit peu de la littérature, c'est que vous devez le faire immédiatement après l'effort. 2 minutes dans le froid, 7-8 degrés, puis 2 minutes dans le chaud, 40 à 42, et vous faites 7 à 10 répétitions en fonction de votre confort thermique. Si vous ne voulez pas utiliser ça et que vous voulez juste vous immerger dans l'eau tempérée, il n'y a pas une recommandation particulière, 10 à 20 minutes dans un bain, immédiatement si possible ou après, ou quelques minutes après votre exercice physique. En général, on demande aux gens d'être jusqu'au cou, parce qu'on s'est rendu compte que juste tremper les jambes, ce n'est pas suffisant. Le froid. Donc quelles sont les recommandations actuelles par rapport au bain froid et récupération sportive? Il y a eu plusieurs travaux par rapport à ça. Les recommandations sont 11 à 15 minutes dans un bain à 11 à 15 degrés jusqu'au cou. Je peux vous dire que ça pique. Parce que le désavantage de l'immersion, alors l'avantage de l'immersion par rapport à la cryo, c'est le coût. Une chambre de cryothérapie, ça coûte plus cher. Sauf que, vous verrez, Benoît va vous en parler, au niveau confort thermique et ressenti, vous trempez dans l'eau entièrement, au niveau des échanges thermiques, c'est très rapide, parce que finalement, la température interne bouge très rapidement, alors qu'en cryo, c'est plus la peau. Donc c'est dur à suivre ça, hein. Mais ça fonctionne très bien. Donc voilà. La cryo. Alors qu'est-ce qu'on sait de la cryo sur le sommet, sur la récupération sportive? Avec Benoît, on s'est un petit peu lancé dans ce projet-là, mais Benoît ne m'a pas attendu, c'est plutôt moi qui suis venu le voir, et ça faisait longtemps qu'il travaillait là-dessus. Et le premier avantage de la cryo par rapport à l'utilisation du contexte sportif, c'était que peut-être cette cryothérapie permettait d'améliorer les qualités de sommeil. Donc ça, c'était quand même important. Je vous ai quand même dit tout à l'heure que la priorité dans la récupération, c'est alimentation et sommeil. Donc si j'arrive, par le biais d'une technique, à améliorer votre sommeil post-exercice, j'ai tout gagné. Parce qu'il y aura bien sûr d'autres avantages que Benoît va vous présenter. Il y a une première étude ici qui avait été faite sur des gens de l'INSEP, donc des athlètes à l'INSEP, et c'était des gens qui étaient partis sur un camp d'entraînement. Et les athlètes qui avaient utilisé la cryothérapie dans ce camp d'entraînement, un petit peu de surcharge, pas de problème de sommeil. Les gens qui n'avaient pas opté pour la cryothérapie, ils avaient une perturbation de la qualité de sommeil de manière très importante. Et derrière, ça a lancé un petit peu, enfin ça n'a pas lancé, il y avait d'autres travaux en cours. Benoît avait des choses avec l'équipe de France de basket. Et puis l'INSEP continuait à travailler aussi un petit peu là-dessus. Et il montrait qu'effectivement, et ça pouvait être intéressant. Donc Benoît était un peu sur le coup, avec son étudiant en thèse qui était à Besançon. Et puis ils ont fait effectivement ces mesures-là aussi sur l'équipe de France de basket féminine, masculine aussi. Et puis, mais alors, ils se sont rendus compte qu'effectivement, que l'exposition à la cryothérapie, les gens qui avaient fait ces techniques-là reportaient une qualité de sommeil beaucoup plus importante que lorsqu'ils n'en avaient pas fait. Alors c'est vrai qu'il fallait aller plus loin, parce que les questionnaires, c'est du reporté, on peut aller plus loin. Donc c'est ce qu'on a fait avec Benoît, et puis une étudiante qu'on a encadrée, et puis Dimitri, qui est un de nos étudiants ici en thèse, qui revient sur les bancs de l'école, parce qu'il y a 8 ans, il était ici en tant qu'étudiant en L1, L2, comme certains d'entre vous. Et puis on a tout simplement testé la cryothérapie après une séance d'entraînement, le soir. Et puis on a fait venir les gens, une fois ils étaient dans la cryo, une fois ils n'étaient pas dans la cryo, donc on les a comparés eux-mêmes. Et on s'est rendu compte effectivement, on les avait équipés, ces gens-là, avec un capteur de mouvement durant la nuit. Et on sait que le mouvement durant la nuit vous reflète un petit peu quand même votre qualité de sommeil. Et on s'est rendu compte effectivement qu'après une même séance d'entraînement, les gens qui utilisaient la cryothérapie comme moyen de récupération avaient effectivement une qualité de sommeil rapportée par des questionnaires plus importante et moins de mouvement durant la nuit. On avait des mesures physiologiques en plus qui montraient qu'il y avait quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Derrière, bon, Benoît, ouais, j'ai pris une photo de toi, je te l'ai piqué sur... voilà. Et on a fait ces travaux-là aussi avec les chamois niortais, avec des joueurs de foot professionnels. L'effectif était un peu plus réduit, donc on avait 10 joueurs de foot. L'étude d'avant, c'était sur 25 athlètes. Et là, on a voulu voir, parce que souvent la cryo, c'est 3 minutes. On met les gens 3 minutes dans le froid. Et là, on s'est dit, attendez, est-ce qu'il y a une dose? Parce que là, on voit qu'il y a un effet positif sur le sommeil, mais est-ce qu'il y a une dose? C'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? On ne savait pas trop. Et en fait, on s'est rendu compte, donc on a pris des joueurs de foot avec l'équipe, le médecin, et puis les entraîneurs, et donc les joueurs ont joué le jeu.
Et après chaque séance d'entraînement, donc on les a soit mis dans la cryo, soit pas dans la cryo. Et on s'est rendu compte que, bon, là, vous voyez le mouvement qui se fait lorsqu'ils n'ont pas de cryothérapie. Et puis, la cryo 1, c'était 3 minutes d'exposition. Cryo 2, c'était 1 minute 30. Et cryo 3, c'était 2 fois 1 minute 30. Et en fait, l'effet qu'on a rapporté juste avant, dans la publication d'avant, c'était bien 3 minutes. Et là, on vous confirme que la dose optimale, semblerait-il, c'est 3 minutes. Dans ce sas-là de cryo qui est à moins 180, il y a plein de modèles, Benoît vous les présentera, et qui semblait être optimal. Donc c'était quand même rassurant de voir que la cryothérapie pouvait améliorer la qualité de sommeil. Je ne veux pas aller plus loin que ça sur les effets positifs de la cryo, parce que Benoît va être bien plus performant que moi, mais il vous en reparlera. Ça a effectivement réduit l'action pro-inflammatoire, ça peut avoir un effet sur l'accumulation des débris, ça peut avoir un effet sur les courbatures et peut limiter l'œdème. Et la question qu'on se pose maintenant, et je vais terminer là-dessus sur la récupération, vous allez me dire, mais oui, mais alors le froid, l'immersion, vous me dites que ça fonctionne, la cryo, ça fonctionne, mais par rapport à tout le reste que vous avez présenté, est-ce que c'est plus efficace ? Donc c'est un papier qu'on a sorti avec Benoît, ça a été Benoît, et puis Laurent Bosquet, et puis Dimitri qui est présent ici. Donc ça a été 3 ans de travail, ça a été lourd. Hein. 3 ans de travail, on a épluché tous les articles scientifiques qui avaient été publiés. Donc on est parti de, je sais plus, 1500 papiers, et puis on a terminé avec plus d'une centaine. Et on a tout mis dans la moulinette, et pour savoir quelle était la technique de récupération qui était la plus efficace. Okay. Et donc on a étudié la littérature. Et on a vérifié quel était l'effet sur différents marqueurs de la récupération, qui étaient donc les courbatures, c'est un choix, hein, qui était la fatigue perçue par les athlètes, et puis tout ce qui était un petit peu sanguin au niveau inflammation. Sur les courbatures, donc le tableau est un peu compliqué, mais je vais rapidement vous le donner. Sur les courbatures, la technique de récupération qui semblerait avoir le plus d'impact sur les courbatures, c'est tout simplement le massage. Il y a un très gros effet du massage. Derrière, les compressions, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est vêtements de contention, et on retrouve rapidement derrière le contrast water therapy qui est immersion en eau froide chaude, la cryothérapie et aussi l'immersion. Donc ça, toutes ces techniques-là semblent efficaces, mais le massage, un petit peu plus. On va en voir tout à l'heure. Tout ce qui était fatigue perçue, donc sensation de fatigue, les massages ressortis aussi beaucoup, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte tout simplement que l'immersion alternée eau froide, eau chaude et la cryothérapie avaient un impact aussi important sur la perception perçue. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous ai dit sur la récup active. Couteau à double tranchant. Oui, vous pouvez peut-être mieux récupérer à court terme, mais vous créez une fatigue. Oui, la récupération active vous permet de réduire vos courbatures, mais va créer tout simplement une sensation de fatigue. Ah, ça me fait plaisir. Ça, je passe. Sur l'inflammation, les 2 seules techniques qui vous permettent de réduire l'inflammation, massage et froid. Donc froid par l'immersion ou la cryothérapie. Donc vous voyez, souvent, il y a 2 techniques qui reviennent souvent. Hein. Ça, je passe aussi. Vous savez quoi ? Ce que je suis en train de vous raconter, il y a des gens qui l'ont publié très récemment, depuis qu'on a publié ce papier-là, et qui ont dit finalement, comment je peux mettre en place une récupération ? Donc c'est sorti là il y a à peine un mois. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie de récupération, comme technique pour améliorer la récupération d'un sportif ? Donc on va boire, on va porter des vêtements de contention, on va se mettre dans le froid, ok ? On va prendre des solutions, là c'est de la cerise pour X raisons, et puis on va aller au lit en évitant de regarder un petit peu le téléphone portable avant d'aller au sommeil. Donc vous voyez, ce qui revient, compression, massage et froid. Ça revient systématiquement. Là, il y a un papier qui est sorti il y a à peine un mois aussi. Justement, ils ont comparé les techniques de récupération suite à ce qu'on a fait. Et ils ont comparé les techniques de récupération après un marathon. Ils ont comparé 3 techniques entre elles. Récupération active, immersion en eau froide, massage. Catastrophe, et je suis bien content, parce que moi, ça m'a soulagé de voir que ce qu'on avait publié était bien confirmé par la littérature. La récupération active a des effets négatifs sur votre récupération et sur l'inflammation. Les massages ont un effet positif sur la perception de la fatigue et l'inflammation, et l'immersion en eau froide
un effet même supérieur dans ce papier-là sur l'inflammation et la perception de la fatigue. Donc vous comprenez bien maintenant que le froid, il a un intérêt post-effort pour certains sportifs. Bon, je passe, tout simplement. Voilà. Donc, voilà le contexte un petit peu de ce que l'on sait. Et maintenant, je vais laisser la place par rapport à la récupération sportive. Et maintenant, je vais me mettre en face, Benoît, parce que tu vas me raconter des choses que je ne sais pas encore. Donc, je laisse la place à Benoît, puis je vous remercie de votre attention. Oui, je vais avoir d'autres. Donc, merci Olivier pour cette introduction très pertinente. Merci Nicolas pour cette invitation. Merci à vous tous d'être là. C'est toujours un très grand plaisir de venir à Angoulême. Et puis être invité pour parler de la cryo, ça fait aussi très très plaisir. Donc ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose plus sur le froid et quelle est son application dans le contexte de la santé. Donc Olivier a oublié de vous dire qu'on est dans le même laboratoire, dans un laboratoire qui s'appelle Mobilité, Vieillissement, Exercice. Donc si vous prenez les premières lettres du nom de ce laboratoire, ça fait un laboratoire qui s'appelle MOVE, ce qui est plutôt un bon nom pour un laboratoire qui appartient à une faculté de sciences du sport. Alors ce n'est pas nous qui avons trouvé ce nom. Vous l'avez compris, la récupération, c'est la clé du succès. Alors, dans le domaine sportif, c'est très certainement vrai. Toutes les équipes font à peu près la même chose par rapport à l'entraînement. C'est relativement standardisé. Ce qui fait la différence actuellement, c'est comment on organise la récupération. Et certaines équipes sont sans doute un peu plus avancées que d'autres. Et une partie de leur organisation et de leur succès qui est due à ce qui est mis en récupération. Dans le contexte de la santé, bien sûr, si vous êtes affecté d'une pathologie, vous souhaitez de récupérer par rapport à votre état initial, alors via une approche médicamenteuse, et puis peut-être qu'il y a autre chose qui peut être apporté. Et puis, bien sûr, l'activité physique dans ce contexte-là est important. Et on utilise l'activité physique pour prévenir, mais aussi en réhabilitation primaire et secondaire. Lorsque quelqu'un est en un centre de rééducation, pour des problèmes cardiaques, pour des problèmes respiratoires, très souvent, lui est proposé des activités physiques qui sont censées lui apporter un bénéfice sur son état physique, mental aussi. Dans ce contexte-là, tout ce qui est autour de la récupération est primordial. Mais dans ce contexte-là, très souvent, ces aspects de récupération sont plus considérés plutôt comme un concept que comme une réalité. Et c'est un petit peu dommage. Et donc, peut-être que l'exercice et l'utilisation du froid pourraient être intéressants dans ce contexte-là, dans ces contextes-là. Ici, vous avez, pour résumer, ce qui se passe lorsque on va entraîner une personne ou réentraîner une personne. Pensez à une personne qui, on va utiliser l'activité physique comme aide, on va essayer de la faire progresser et il faut considérer bien sûr cette récupération pour que les capacités de la personne augmentent. Et si on n'est pas suffisamment vigilant, si cette récupération n'est pas suffisante, on risque de dégrader les capacités de la personne. Alors, entre deux séances, bien sûr, mais à la suite d'une séance, si on ne veille pas à la récupération de la personne, cette personne peut-être elle a été très stimulée physiquement, et puis elle s'est tellement dépensée sur sa séance que cognitivement elle est affectée, et peut-être que la marche qu'elle doit descendre ou monter, elle ne va pas la voir,
les fonctions exécutives sont affectées, et puis elle va tomber, elle va se casser le col du fémur. Donc, voilà, dans ce contexte-là de prise en charge de la personne, il faut, je crois, veiller à surveiller la récupération de la personne. Bon, ça c'était pour introduire cela de manière très très générique. Les techniques de récupération ont été évoquées, et sans doute dans le contexte de la rééducation, réhabilitation, eh bien, ces choses doivent être reconsidérées. Alors, l'histoire du froid et de la médecine, c'est une longue histoire. Déjà, en Égypte, on utilisait le froid pour soigner, et puis ensuite, en Grèce, à Rome, eh bien, c'était toujours utilisé à des fins de thérapie. Ici, un peu plus tard, eh bien, en Perse, vous voyez ici une image de Racès qui soulageait les maux avec la température des aliments qui étaient donnés aux patients. Ici, une image du Moyen-Âge où on soignait l'ordéole par une application d'une lame rafraîchie. Et puis, plus proche de nous, vous avez des gens qui pensent que l'application du froid, eh bien, permet de stimuler l'individu, de le ragaillardir, et il y a des bénéfices pour ceux qui sont dans ce contexte-là. Alors, différentes formes de cryothérapie ou de cryostimulation. Alors, cryothérapie, pour quelqu'un qui a une pathologie, je comprends bien ce que ça veut dire. On est dans le contexte de la thérapie. Mais en fait, quand on parle d'athlètes ou de personnes qui sont en très bonne santé, plutôt le terme de cryostimulation serait plus approprié. Alors, c'est ce qu'on va voir. Il y a différents types de cryothérapie. Puis ensuite, on évoquera aussi pourquoi on fait ce genre de stimulation. On se posera la question quelles sont les sensations après une séance, parce que on a parlé de froid, on a parlé de moins 110, on a parlé de moins 160. Donc, quelle est l'impression que l'on a quand on est exposé à ce type de température ? Les réactions physiologiques, on va les évoquer. Puis je continuerai en vous expliquant qu'il y a quand même des problèmes spécifiques avec les différentes études liées au froid. On regardera un petit peu de mécanisme et puis l'innocuité de ce type d'approche. Alors, différentes formes de cryothérapie. Donc, voilà. Donc, plus proche de nous, Wim Hof explique que on est fait pour s'adapter au froid et que l'homme peut très facilement supporter des températures faibles. Et puis, l'utilisation du froid dans ce contexte, eh bien, ça ragaillardit, vous ne tombez plus malade. Donc, Wim Hof, lui, il est très très adapté au froid. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un Néerlandais, son surnom c'est Iceman. Alors, c'est le premier qui a fait un marathon au pôle Nord en petite tenue, il n'avait pas de chaussures et puis il n'avait qu'un slip de bain. Alors, il a essayé aussi de grimper l'Himalaya, toujours dans sa tenue favorite. Alors, il est monté assez haut et puis il est redescendu. Bon, il avait trop mal aux pieds. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas de chaussures. Ça, c'est l'histoire qu'on m'a racontée. Est-ce que c'est vrai ? Je sais pas. Ouais. Alors, Mr. Iceman. Avant lui, et c'était son vrai nom, Mr. Sugarman, eh bien, préconisait lui aussi les bains en eau froide, dans de l'eau glacée, là encore pour des bienfaits de bien-être. On est ragaillardi, on ne tombe pas malade. Des Russes ont bien compris le message. En Finlande, où j'ai séjourné assez longuement, eh bien, on a l'habitude de creuser des trous dans la glace. Alors, dessous, il y a un lac. Alors, on a le matériel qui convient. Et puis ensuite, vous pouvez vous prélasser dans l'eau froide. Alors, l'eau froide en dessous de la glace, c'est à 4 degrés.
Alors, s'il y a un petit peu de vent, ça peut descendre un petit peu plus bas. S'il y a un petit peu de sel, ça peut redescendre encore un petit peu plus bas. Puis vous restez, vous pouvez alterner avec du sauna ou pas. Et vous avez des gens comme ceux-là qui commencent un traitement quand il commence l'hiver, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, jusqu'au printemps, c'est-à-dire début mai. Et vous avez des gens qui font ça 2 fois, 3 fois par semaine et ils se sentent très très bien, ils sont plus malades, plus de problème. Hein, les personnes âgées. Alors, ce qui est recommandé, c'est de protéger les extrémités, donc les oreilles, les doigts. Alors, c'est aussi vrai pour les personnes plus jeunes. Hein. C'est la fille d'un collègue. Et puis, qui participe aussi parfois à nos expérimentations. Et puis, les pieds aussi. Alors, les pieds aussi parce que si on va jusqu'au lac et puis on revient, lorsqu'il fait moins 25 dehors, les petits cailloux s'incrustent dans vos chairs. Donc c'est bien d'être protégé. Alors dans le contexte sportif, ici vous avez la cryothérapie du pauvre. Alors maintenant un peu moins pauvre avec des bassins qui sont plus sophistiqués. Vous choisissez la cryostimulation que vous préférez. Ici, dans le contexte médical, vous avez des patients qui sont emmenés vers la piscine thérapeutique. Photo scandinave. Et puis, maintenant, on a des cabines de cryothérapie modernes où on peut produire un froid très froid, pouvant aller jusqu'à moins 110 degrés. Alors ici, c'est une cabine, alors c'est un système par compression. Vous avez un premier sas à moins 110, puis un deuxième à moins 60, et puis la salle où vous allez rester un peu plus longtemps, qui est à moins 110. Alors, ces 2 salles qui sont avant cette salle à moins 110 degrés, on dit que c'est fait pour éviter un choc thermique trop important. On s'est aussi fait pour protéger la partie de la pièce qui est à moins 110 degrés, parce que si vous avez une pièce refroidie ici, le gradient de température sera moins important et vous perdrez moins de froid de cette pièce-là. Alors là aussi, les extrémités sont protégées. Donc là, les oreilles, un petit masque en papier, pas très, très développé, mais ça suffit. Les doigts, les pieds. Bon, les capteurs ici sont en option. Et puis vous rentrez dans la chambre. Vous allez y rester pendant 2 minutes, 3 minutes, peut-être un peu plus. Cela dépend des protocoles qui sont proposés. Alors vous avez différents types de chambres, celles qui fonctionnent avec des compresseurs. Généralement, la température indiquée par l'industriel, c'est aux alentours de moins 110 degrés. Et puis vous avez un autre type de chambre qui s'appelle cryosauna, et où vous êtes exposé à des températures qui sont plus basses, de l'ordre de moins 160, moins 180, et on obtient le froid par une vaporisation d'un gaz liquéfié. Le plus souvent, c'est de l'azote. Alors vous mettez un sportif dedans, vous êtes dans le contexte sportif. L'ensemble est quand même occupe relativement peu de place. Je ne dis pas cela parce que Ribéry est petit, mais vous pouvez mettre le dispositif dans un camion et, par exemple, suivre les étapes du Tour de France. Alors vous avez la cabine qui est dans ce camion-là, et puis vous avez un petit wagonnet, parce qu'il faut bien transporter les bonbonnes de gaz liquéfiées. Alors ici sont résumées les différentes technologies, où vous avez un fluide cryogénique. Alors ici, vous avez de l'azote qui est vaporisé directement dans l'enceinte où se trouve le patient. Alors la tête dépasse parce que ici, l'azote il y a un risque d'asphyxie.
Donc il ne faut pas se pencher et essayer de respirer l'azote, ça serait très malvenu et vous risquerez de suffoquer. Alors vous avez ici, là encore avec de l'azote, mais le froid à l'intérieur de la chambre se fait grâce à un échangeur de chaleur. Et puis vous avez des systèmes de compression qui peuvent fonctionner aussi avec de l'azote liquide ou avec d'autres fluides réfrigérants, là où vous avez encore des compressions et puis des échanges via des échangeurs de chaleur. Une autre type de chambre ici, eh bien on a des températures qui sont moins importantes dans la chambre. Il y a un fluide calorifique qui permet le refroidissement via des compresseurs. Et puis, ce qui est ajouté ici, c'est qu'il y a une ventilation. Donc, on augmente les échanges de chaleur par convection. Alors, pourquoi finalement utiliser la cryothérapie? Alors, Johannes Molander et moi-même avions été invités à une conférence à Helsinki, c'était une conférence internationale sur les études liées au sauna. Donc, le sauna, vous l'avez compris, ensuite on va dans l'eau froide. Donc il y avait un lien avec tout cela. Et en 2002, par rapport aux effets du froid sur l'individu, eh bien on pensait à ces effets-là, ces effets qui étaient possibles, amélioration de la tolérance au froid, bien, amélioration de l'humeur, de la qualité du sommeil, de la gestion des situations de stress, diminution des douleurs, diminution des infections. Ça pouvait induire une meilleure santé, une meilleure qualité de vie, une meilleure forme physique. 2002. Mais très rapidement, on s'est aperçu que cette cryothérapie était déjà utilisée en rhumatologie pour traiter la fibromyalgie, l'arthrose, l'arthrite, lombalgie, etc. 2002. La récupération après exercice. Et en fait, les évidences scientifiques contrôlées ou plus contrôlées ne sont arrivées qu'une dizaine d'années plus tard. Alors, à Poitiers, à Angoulême, on a été très raisonnable, on a fait venir la cryothérapie. À Poitiers, il y a 3 chambres de cryothérapie, 3 prestataires, depuis septembre dernier. À Angoulême, il y en a au moins un qui est dans la salle. Donc, on a attendu suffisamment de temps pour savoir que oui, il y avait des bénéfices qui étaient prouvés scientifiquement avant de se lancer dans cette aventure. Pour la fibromyalgie, il y a une équipe italienne qui a travaillé là-dessus, et vous voyez, son travail a été publié en 2013. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont eu 100 patients. Alors 100 patients qui n'étaient pas traités, qui étaient traités mais on n'a pas modifié le traitement, et puis un autre groupe de 50 où il y a eu de la cryothérapie qui a été proposée à ces gens-là. 15 séances, 3 minutes à moins 110 degrés, 5 fois par semaine, donc sur 3 semaines. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Eh bien, tous déclaraient une meilleure qualité de vie. Et les auteurs pensent que, finalement, avec la cryo, on aurait un meilleur équilibre entre les médiateurs pro et anti-inflammatoires. S'il y a un déséquilibre, eh bien, on a beaucoup plus de douleur. C'est leur explication. Sur la lombalgie, on a un article polonais de 2013. Alors la forme finale de cet article, c'était en 2014. Mais vous voyez, 10 ans ou un peu plus après cette première conférence. 96 hommes avec une lombalgie de plus de 3 mois. De la cryo à moins 120 degrés, 3 minutes, 5 fois par semaine, 3 semaines, combiné avec de l'activité physique. Et on comparait ce groupe-là avec ceux qui n'avaient fait que des activités physiques. Quels sont les résultats? Alors, la cryothérapie à corps entier, que je résume par WBC, et exercice physique, eh bien, beaucoup moins de potentiel d'action au niveau des muscles du dos. Les muscles se contractent moins. Une mobilité de la colonne vertébrale beaucoup plus importante, beaucoup moins de tension musculaire et moins de douleur.
Dans une autre étude polonaise, alors il y a beaucoup d'études polonaises pour une raison très simple. C'est le seul pays européen où la cryothérapie est remboursée par leur sécurité sociale sur plusieurs pathologies chroniques. Donc ça a stimulé beaucoup plus de travaux par rapport à tout cela. Alors, ici, 2014, alors l'état mental, la qualité de vie après 10 sessions de cryothérapie. Alors, 55 sujets, 34 avec des mal au dos et d'autres avec des pathologies au niveau des articulations. 10 sessions. Alors, je n'ai pas compris vraiment à quelle température ils étaient exposés. En tout cas, des résultats extraordinaires, un bien-être, une humeur bien plus positive et une qualité de vie plus agréable. Un travail sur des patients avec des problèmes d'anxiété et de dépression, toujours chez nos collègues polonais. Donc, il y avait 34 patients qui étaient traités, d'autres traités aussi, auxquels on a rajouté de la cryo, 15 séances, 3 semaines, 2-3 minutes à moins 160 ou moins 110. Et là, on avait chez un tiers du groupe traité, eh bien, une diminution de plus de 50% sur les scores obtenus sur l'échelle de dépression d'Hamilton. Alors, une diminution de plus de 50%, ça veut dire qu'il y a une modification clinique. Si vous diminuez d'autant, ça veut dire que cliniquement, il se passe quelque chose. Et ça, chez un tiers des personnes. Elżbieta Miller travaille beaucoup sur la sclérose en plaques. Et elle a pu voir chez des patients qui ont été traités par rapport à des contrôles, eh bien, après 10 séances, 3 minutes à moins 110 ou à moins 160 degrés, eh bien qu'il y avait plus d'acide urique dans le sang des patients. Alors l'acide urique, c'est un antioxydant, il fonctionne aussi comme un antioxydant, et peut-être que ça a un lien avec l'impact que la cryo peut avoir. Il y avait des modifications positives sur l'échelle de handicap. On avait un effet significatif après 10 expositions, et surtout, cet effet positif qu'elle avait pu remarquer était conservé jusqu'à 3 mois après la cure. Donc sa conclusion en 2013, c'est que sans doute la cryo devrait être utilisée comme thérapie complémentaire dans le contexte de la sclérose en plaques. Alors elle s'est aperçue aussi que dans le pool de patients qu'elle avait, eh bien, il y avait une partie importante de personnes atteintes de sclérose en plaques qui souffraient aussi de dépression. Alors regardez un petit peu plus dans la composition sanguine, et s'est aperçu que les capacités antioxydantes du plasma chez les patients atteints de sclérose en plaques, eh bien, étaient inférieures à la population considérée comme en bonne santé, et puis surtout que chez les patients atteints de dépression, on avait une capacité antioxydante inférieure aux patients qui n'ont pas ce problème de dépression. Première observation. Deuxième observation, c'est que si elle fait faire de la cryo à ces gens-là, eh bien, on augmente les capacités antioxydantes chez cette personne-là. On y reviendra plus tard sur peut-être ce que cela veut dire. Et puis on s'est aperçu aussi, alors j'ai collaboré avec ce groupe, que l'efficacité de la cryo dans le contexte de la sclérose en plaques était bénéfique, surtout pour les patients qui sont les plus fatigués. Très souvent, dans la sclérose en plaques, on a un syndrome de fatigue extrêmement développé. Ça concerne à peu près 75-80% des patients. Parmi ces gens qui ont ce syndrome de fatigue, vous avez ceux qui sont très fatigués et puis ceux qui sont un petit peu moins fatigués. Et il semblerait que l'utilisation de la cryothérapie dans ce contexte-là, eh bien, profite à plus j'y arrivais, est le plus bénéfique pour ceux qui sont vraiment les plus fatigués. Quel que soit leur âge,
quel que soit leur handicap, leur degré de handicap. Donc apparemment, ce sont ces patients-là qui sont qui ont le plus de bénéfices. Dans le contexte de la polyarthrite rhumatoïde, là encore, il y a des Polonais qui se sont intéressés à ce genre de situation et ils ont pu montrer que l'utilisation de la cryo par rapport à la réhabilitation classique qui concerne aussi où il y a des exercices physiques qui sont intégrés, eh bien on a un impact supérieur de la cryo 3 mois après la réhabilitation. Une autre équipe polonaise, elle trouve que cryo ou pas cryo, toutes les prises en charge ont à peu près le même bénéfice. Donc, c'est pas si clair. Une autre équipe polonaise a travaillé chez des personnes qui étaient obèses et ils ont pu montrer que après 10 séances, 3 minutes à moins 110 degrés, il y avait une réduction de l'inflammation à bas grade. Qui semble être très positif pour la santé. Et puis, ils ont remarqué aussi une augmentation d'une substance qui s'appelle l'irisine, qui a été décrite il n'y a pas si longtemps que cela, et dont une des propriétés principales serait d'augmenter l'oxydation des graisses dans les adipocytes. Alors, certains ont fait un raccourci scientifique très rapide et dangereux en disant la cryo fait maigrir. Vous l'avez sans doute vu sur quelques panneaux de publicité ici ou là. Alors, il y a d'autres Polonais qui ont regardé vraiment si ça faisait maigrir. Et puis finalement, ils ont trouvé qu'il n'y avait que très peu d'impact par rapport à cela. La cryo peut améliorer votre sens de l'équilibre et puis votre réaction à des stimulations. Donc peut-être qu'après une séance un petit peu ardue, eh bien, vous retrouvez regaillardi, vous récupérez vos sens plus facilement. Peut-être que même la cryo pourrait améliorer votre mémoire. Et il y a un petit travail qui a été fait encore par des Polonais. Toujours par des Polonais. Et on se demande si, alors c'est dans un journal qui s'appelle Hypothèse médicale, si ça pourrait être intéressant pour prévenir les déficits cognitifs, voire des pathologies de type Alzheimer, parce que dans Alzheimer, vous avez des altérations vasculaires, vous avez du stress oxydant, vous avez de l'inflammation, et la cryothérapie pourrait réduire tous ces paramètres-là. Il suggère que ça soit étudié chez les patients MCA, MCI ou patients Alzheimer. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont été faites dans ce contexte-là. Alors, quels sont les mécanismes derrière tout cela? Il y a cette hypothèse que l'on a apportée. Vous savez que la cryo fait sans doute un petit peu mieux dormir. Est-ce que via le sommeil, on peut récupérer des choses dans les différentes pathologies que je vous ai présentées? Intuitivement, on a l'impression, sans doute un petit peu. Ensuite, quel est l'impact réel? Il faudrait aller un petit peu plus loin par rapport à tout cela. Bon, comme je vous l'ai dit, la cryo a été utilisée depuis assez longtemps dans tous ces contextes qui sont listés ici. Alors, quelles sont les sensations après une séance? Eh bien, on a demandé aux gens, en sortie de bain froid et en sortie de cryo qui était à moins 110 degrés, quelle était leur sensation au niveau de la température? Est-ce qu'ils se sentaient froid, chaud, bien? Alors 0, c'est neutre, plus vous augmentez, plus c'est chaud, plus vous diminuez, plus c'est froid. Eh bien, on a pu voir que lorsque l'on est exposé à 4 degrés ou à moins 110 degrés, la plupart, à la sortie du bain ou la sortie de l'exposition, un petit peu froid, mais c'est pas si terrible que cela. Puis il y en a même certains qui ont un petit peu chaud. Alors ça peut sembler curieux,
Mais en fait, c'est une réaction physiologique qui est assez bien connue. Après une exposition au froid, vous pouvez avoir, à distance relativement courte de l'exposition, une vasodilatation. Et une vasodilatation telle qu'on se retrouve en état de vasodilatation supérieure à celle d'avant d'entrer dans la chambre de cryo ou d'aller dans le bain. Donc vous avez un peu plus de sang en périphérie que dans votre état normal. Et vous avez une sensation de chaud. On s'adapte au froid. Ici, 3 fois par semaine, pendant 12 semaines. Première fois, c'est un peu plus fou. On sent un petit peu plus. Alors ça, c'était à 4 degrés. Et puis, vous voyez, après 12 semaines, après l'exposition, on aurait même un petit peu plus chaud. Un petit peu chaud. La première fois, en cryo, on a quand même froid. Et puis, vous voyez, il y a une dérive. Et puis, après 12 semaines, 3 fois par semaine, on a une sensation neutre par rapport à la température. Alors, quelles sont les réactions physiologiques lorsque vous êtes exposé au froid? Alors, 2-3 informations pour bien vous faire comprendre les choses. L'homme, sa température de confort, dans l'air, c'est 27 degrés, dans l'eau, 33 degrés. Vous avez tout un système qui permet de contrôler votre température interne et d'induire des réactions. Alors, pourquoi c'est possible? Parce que vous avez des récepteurs au niveau de la peau, au niveau des organes internes, et puis au niveau de l'hypothalamus, c'est un centre intégrateur qui va permettre de réagir, soit pour libérer de la chaleur, soit pour essayer de conserver de la chaleur. Et ça se fait par, dans le cas du chaud, bien par la sueur et son évaporation, et dans le contexte du froid, bien par des frissons, puis dans froid et chaud, vous avez des adaptations circulatoires qui sont observées. Alors, lorsque soudainement vous êtes exposé au froid, vous allez avoir une vasoconstriction au niveau périphérique, vos vaisseaux périphériques au niveau de la peau vont se resserrer, il va y avoir moins de sang qui va circuler en périphérie. Vous allez avoir une augmentation de la pression artérielle, une augmentation des résistances périphériques, vous allez frissonner. Vous allez augmenter votre rythme respiratoire. Alors cardiaque, ce n'est pas si clair que ça dépend de l'intensité de votre vasoconstriction. Si vous avez une vasoconstriction très importante et vous allez ramener beaucoup de sang au niveau du thorax, en amont du cœur, vous allez avoir une grosse pression et votre sang va s'engouffrer dans vos ventricules. Et vous comprenez que si vous allez maintenir le rythme cardiaque que vous aviez auparavant, vous allez augmenter le débit de manière considérable, alors qu'il n'y a pas besoin du tout qu'il y ait une augmentation de débit. Donc vous avez des récepteurs qui vont être sensibles à cette variation de pression et qui vont stimuler un frein dans votre rythme cardiaque en stimulant le système parasympathique, et vous allez avoir une réduction drastique de votre rythme cardiaque si vous avez une précharge qui est très forte. Vous allez augmenter la adhésivité des plaquettes, et puis vous allez relarguer les hormones de stress, et en particulier la noradrénaline, on y reviendra un peu plus tard. Alors, la difficulté, ce qui est fascinant dans ce contexte de la cryo, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent interagir et vous faire réagir de manière différente. Votre index de masse corporelle peut influencer les réactions. Votre morphologie peut influencer les réactions. Votre forme physique, si on est un garçon, une fille, eh bien on peut avoir des réactions différentes. On n'a pas la même sensibilité. Et on a pu montrer, donc chez les équipes de basketteurs français nationales, l'équipe de France nationale au championnat d'Europe, qui avait participé aux travaux de Romain Bouzigon, et bien que plus on les exposait, certes, plus c'était difficilement supportable, et il y avait une légère différence entre les hommes et les femmes, et chez les femmes frêles
et très longiligne, avec un BMI faible, eh bien c'était celle-là qui avait le plus de mal à supporter la cryo. Le degré d'inconfort était le plus important, pas très très inconfortable, mais quand même relativement important. Et puis d'autres auteurs, ici ce ne sont pas des Polonais, ce sont des Lituaniens, et ont montré qu'il y avait une différence de réactivité chez les hommes et chez les femmes face à la cryo. L'âge a un impact. Les personnes âgées et l'exposition au froid, eh bien, réagissent de manière différente par rapport aux personnes plus jeunes. Elles sont moins sensibles aux sensations de froid. Par contre, elles vont perdre beaucoup plus de chaleur. Alors, cela, sans doute, est dû à une réactivité vasculaire moindre, sans doute un dysfonctionnement du système nerveux. On a aussi une augmentation du métabolisme qui est moindre. Par contre, les variations de pression sont plus importantes chez ces gens-là. Votre adaptation au froid, bien sûr, va influencer les réponses. Et puis votre état de santé, même votre humeur, peut influencer vos réponses. Donc, vous avez une variabilité biologique très très importante dans ce contexte-là. Vous vous habituez très rapidement aux expositions au froid. Alors peut-être la première séance va être difficile, mais déjà la deuxième ou la troisième, votre corps s'habitue aux expositions au froid. Et la réponse au froid est de moins en moins importante. C'est de moins en moins inconfortable. Les frissons, ils vont arriver, mais pour des températures beaucoup plus, ou pour des durées d'exposition beaucoup plus longues. Et puis vous allez avoir des réactions moins importantes par rapport à votre tension artérielle, par rapport à votre fréquence respiratoire. Dès une semaine, on peut avoir des adaptations. Et puis il y a des adaptations locales qui sont très surprenantes. Et il y a des choses très bizarres qui se passent au niveau des mains. Vous allez avoir beaucoup moins de sensations de douleur liées à l'exposition du froid. Alors pour ceux qui ont des problèmes d'articulation, par exemple au poignet, ça peut être très intéressant. L'exemple du pêcheur islandais, donc c'est quelque chose qui a été décrit fin 19e siècle. En Islande, vous savez, l'économie est très basée était très basée sur la pêche. Et tout le monde va à la pêche. Et quand c'est le moment d'aller pêcher, on ferme toutes les usines, les écoles sont fermées, tout le monde va récupérer le poisson, tout le monde a les mains dans l'eau. Et puis pour travailler les poissons sur les filets, eh bien, faut maintenir une certaine dextérité. Donc les Islandais, en tout cas à l'époque, lorsqu'ils étaient très habitués à avoir plongé les mains dans l'eau froide. Et pour maintenir une dextérité, il faut suffisamment de sang au niveau des mains. Lorsque les Islandais habitués au froid plongent les mains dans l'eau froide, ils n'ont pas de vasoconstriction, ils ont une vasodilatation. Donc un afflux de sang chaud dans les mains plongées dans l'eau froide. Donc ils plongent les mains dans l'eau froide, ils ont une sensation de chaud. Très curieux. Alors, il ne faut pas se voiler la face. Travailler dans le contexte de la cryothérapie, c'est pas quelque chose qui est simple. Alors pourquoi ? Avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure, avec tous ces facteurs qui peuvent influencer les réponses physiologiques, c'est très très difficile d'avoir des groupes homogènes. Alors je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on veut mettre des gens à moins 110 degrés ou à moins 60 degrés, il y a des gens qui sont réticents, ils ne veulent pas venir. Et puis ceux qui veulent venir, souvent ils ont entendu dire que ça allait leur faire du bien. Donc on a un biais de sélection. Et puis c'est impossible de travailler en groupe, avec un groupe aveugle, quelqu'un qui serait exposé mais qui ne s'en apercevrait pas. Alors j'ai bien essayé d'en hypnotiser quelques-uns, ça n'a pas complètement marché, même avec des hypnotiseurs qui sont talentueux. La personne qui est exposée au froid, même hypnotisée, s'en rend compte. M'a-t-on dit. Donc, dans la littérature, ce qui se révèle, et avec les études que je vous ai présentées, on a beaucoup de petites études. Avoir 50 personnes, c'est une petite étude. La standardisation parfois de ces études laisse à désirer. On n'a
pas suffisamment de sujets. Et puis parfois, on arrive à avoir des résultats qui sont un peu contradictoires. Alors, on a cette question, quel résultat croire? Alors, vous savez qu'on peut réunir certaines études qui ont la même méthodologie, on va faire des méta-analyses. Et il y a une méta-analyse intéressante, vous l'avez compris, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, hein, celle que l'on a faite finalement. Alors c'est en libre accès, hein, et plus vous allez cliquer sur cette étude, plus vous allez la lire, plus on va avoir de... Donc je vous conseille. Et puis essayez de la lire, c'est intéressant. Et on a bien vu, on a bien fait tous les calculs, cryothérapie, cryostimulation est positif, a un impact intéressant sur les courbatures. Alors, par rapport aux expositions dans l'eau froide ou à moins 110 degrés dans le contexte de pathologie, il n'y a pas vraiment beaucoup de méta-analyses. Il y en a une, celle que l'on a faite avec les collègues de Besançon, sur les effets thérapeutiques de la cryo dans les rhumatismes inflammatoires. Donc, comme pour l'étude qu'on a faite avec Olivier, on a regardé la littérature en récupérant des articles concernant la cryothérapie et puis l'inflammation dans le contexte de la pathologie. Et notre critère de jugement était autour de l'activité inflammatoire et de la douleur. Et on a pu montrer que différents types d'application du froid, alors que ce soit des packs de glace, l'air froid, l'azote ou différentes températures, voilà, avait un impact positif finalement sur la douleur chez les patients qui étaient atteints de syndromes rhumatismaux. Donc ici c'est la même chose avec une autre échelle sur la douleur. Donc à partir de ces travaux-là, notre conclusion c'était que il y avait un intérêt pour l'utilisation du froid pour la douleur et l'inflammation, et que ça serait intéressant de le proposer comme traitement adjuvant. Dans ce contexte de rhumatisme ou de polyarthrite rhumatoïde, très souvent les médications qui sont apportées ont des effets secondaires qui sont non négligeables. Il y a un risque cardiovasculaire qui est majoré. Donc si on peut trouver des situations où on peut diminuer les doses de ces médicaments tout en maintenant la qualité du traitement, ça pourrait être intéressant. Et dans ce contexte-là, l'utilisation du froid pourrait être quelque chose de pertinent. Alors, le groupe de Besançon qui travaille là-dessus a continué son activité et a fait une étude randomisée, contrôlée, et a regardé au niveau des articulations l'activité Doppler. Donc, c'est les flux sanguins qui peuvent être au niveau des articulations qui ont été étudiés. Plus vous avez une vascularisation importante dans l'articulation, moins bon c'est. Donc, si vous avez une diminution des signaux Doppler, c'est une bonne chose. Et ce qui a été montré, c'est que en utilisant de la cryothérapie locale, soit en spray, soit par application de substances froides, on avait une diminution des signaux de manière importante. On avait des substances pro-inflammatoires beaucoup moins importantes dans le liquide synovial. Alors ces mêmes auteurs ont voulu aller un peu plus loin en essayant d'aller voir vers les mécanismes qui peuvent être impliqués dans ces processus-là. Et il y a un modèle avec des souris, avec des rats, qui peut être utilisé. Et ils ont créé un modèle d'arthrite, ou ils ont utilisé un modèle d'arthrite adjuvant. Donc on rend malade ces petits animaux, et puis on peut regarder avec ou sans cryo quels seront les résultats. Donc on mesure la circonférence de la patte, et
puis après, on prend des échantillons au niveau des articulations, liquides synoviaux, et puis peut même mettre en culture des rotules, des cellules de rotules de rat. Et qu'est-ce qu'ils ont vu par rapport au score d'arthrite des pattes arrière des rats, traités ou non? Eh bien, ceux qui ont traité, ils ont un diamètre de la patte qui est nettement inférieur. Et puis, ils ont vu qu'au niveau de ces pattes traitées par le froid, eh bien, le niveau d'inflammation était beaucoup moindre. Donc, c'est ce que ces différents schémas, résultats vous indiquent. Alors, l'idée maintenant, c'est, pour les rats, mais aussi pour les humains, eh bien, d'ajouter un petit peu d'exercice et peut-être combiner cela avec de la cryo. Et ils ont fait un petit article par rapport à cela qui est en français et qui résume bien tous les bienfaits que l'activité physique dans le contexte des syndromes rhumatismaux pourrait avoir. Et puis, si on combinait exercice et cryo, eh bien, on a développé un rationnel par rapport à cela qui a été publié. La grande question, c'est où placer la cryo? Est-ce qu'on le place après l'exercice? Est-ce qu'on la place avant l'exercice? Tout dépend des situations, je crois. Peut-être les deux. Mais le placer avant l'exercice, ça ne serait pas forcément complètement idiot. Parce que vous avez des gens qui ont des douleurs. Et ces douleurs empêchent la personne de bouger. La personne essaye d'éviter les douleurs. Et en évitant les douleurs, elle va bouger moins. Moins elle va bouger, moins elle va vouloir bouger, moins elle va pouvoir bouger. Si on enlève cette douleur, eh bien peut-être que ça sera plus facile de faire de l'exercice à ces gens-là. Donc c'est des choses qui sont en réflexion. On avait, il y a très longtemps, avec des collègues finlandais, travaillé sur des patients atteints de fibromyalgie. On avait fait faire de l'activité physique à ces gens-là, après une séance de cryo. On avait fait des prélèvements sanguins, on n'avait rien vu. La seule chose qu'on avait vue, c'était que chez ces gens-là, il y avait une prise dentalgique qui était moindre. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais c'était ce qu'on avait observé, c'est quelque chose qui n'a jamais été publié. Alors on pense que la noradrénaline est impliquée dans le système de réaction à la cryo, que ce soit en eau froide, que ce soit après une exposition à moins 110 degrés ou moins. Pourquoi? Systématiquement, on a une réponse de la noradrénaline. Et la noradrénaline a un impact sur la douleur. Alors, ce genre de réponse, on ne le voit pas. Donc là, c'était 12 semaines, 3 fois par semaine d'exposition au froid. Pour les autres hormones, bon, la première fois, oui, c'est une réaction. Puis après, vous voyez, c'est calme plat. Alors, on en a testé beaucoup. Les endorphines, qui sont supposées avoir un impact sur la douleur, réagissaient très peu. Le cortisol, très peu. Adrénaline, très peu. Donc, si on se met dans le contexte activité physique, exposition au froid, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine de la pathologie, eh bien très certainement on a une stimulation du système nerveux sympathique avec le relâchage de noradrénaline et on va avoir un impact significatif sur la douleur. Il va y avoir une vasoconstriction et au niveau musculaire, vous allez avoir moins de sang, moins d'exudat, moins de perméabilité cellulaire. Vous allez moins avoir de liquide dans l'espace interstitiel, ce liquide qui peut faire l'œdème finalement, et moins d'inflammation. Si vous diminuez la température musculaire, vous allez diminuer le métabolisme enzymatique, et puis vous allez avoir une dégradation secondaire à l'hypoxie qui va être moindre. Vous savez, quand on travaille sur des greffons, c'est très difficile de remettre la circulation sanguine dans ce greffon. Vous avez une personne greffée pour tel ou tel organe.
vous risquez de perdre l'organe lorsqu'on remet la circulation sanguine dans le greffon, parce que vous avez un stress oxydant qui est très important. Donc c'est cette dégradation secondaire à l'hypoxie qui existe. Lorsque vous faites une activité musculaire, eh bien, c'est à peu près le même phénomène qui se fait. Vous allez avoir des tissus qui vont être moins bien oxygénés, et lorsque les tissus vont être réoxygénés, vous pouvez avoir des dégradations. Bon, quelles sont les principales conclusions? Bon, l'efficacité du froid, c'est presque OK. Les mécanismes, on en connaît certains, mais ce n'est pas complètement clair. Et puis, dans le contexte de la pathologie, peut-être qu'il y a des mécanismes complémentaires qu'il reste à explorer. Pour les personnes en bonne santé, l'innocuité, eh bien, il n'y a pas de problème particulier. Pour les autres, eh bien, peut-être que ça fait du bien, mais peut-être qu'on a certaines personnes où on peut avoir quelques problèmes. Il peut y avoir des accidents, ils sont très rares, mais il ne faut pas les éluder, ça existe. Il y a eu un décès aux États-Unis. Je ne sais pas comment s'est débrouillée cette personne. Alors le propriétaire de la chambre de cryo, il faut qu'il fasse attention. Vous ne faites pas votre petite séance tout seul quand tout le monde est parti. Normalement, il y a des systèmes de sécurité où vous ne pouvez pas mettre en marche le système lorsque vous êtes tout seul. Il doit y avoir toujours quelqu'un qui surveille, qui monitore. Elle a réussi à faire démarrer sa chambre alors que tout le monde était parti et puis ils l'ont retrouvé congelé le lendemain matin. Il y a quelques cas d'amnésie qui ont été mentionnés dans la littérature. Un cas aussi où il y avait une dissection de l'artère aortique, des réactions dermatologiques ont été signalées. Un gicleur qui fonctionne, un brumatisateur qui fonctionnait moins, et puis vous avez une personne qui a une belle brûlure. Là encore c'est rare, mais néanmoins ça existe. Et donc les personnes à risque, eh bien, ce sont des personnes qui sont listées ici. On ne sait pas comment dire, la liste n'est pas exhaustive, mais on mentionne cela, les personnes avec une hypertension grave, des cardiopathies. Bien sûr, si vous êtes allergique au froid ou vous avez un syndrome de Raynaud, c'est peut-être pas une très bonne idée de se mettre dans une chambre de cryothérapie. Comme pour les gens qui sont atteints de claustrophobie, les mettre dans un petit caisson, c'est pas forcément une bonne idée. En fait, pour la pression artérielle, bien, là encore, des Polonais ont travaillé là-dessus. Et puis, finalement, des gens qui ont une légère hypertension traitée ou non traitée, ou des normotendus, bon, peu de modifications globales, même si certains semblent être plus réactifs que d'autres. Bon, peut-être qu'il faut faire un petit peu attention. En particulier, si vous avez des personnes âgées, je vous ai dit qu'ils réagissaient beaucoup plus facilement au niveau des pressions artérielles lorsqu'ils sont exposés au froid. Bien, finalement, il y a beaucoup de situations qui restent à étudier, beaucoup de questions qui restent. La température, alors pendant très longtemps, on a cru les industriels qui nous disaient moins 160, moins 180, moins 110. En fait, ce n'est pas si simple de mesurer la température d'exposition réelle de la personne, la température qui règne au pourtour de sa peau. Ce n'est pas si simple que cela. Et maintenant, avec des nouveaux systèmes, on s'est plutôt aperçu que c'est traîné autour des températures de moins 50 degrés. Donc, les températures affichées, c'est pas si clair que ça. Le temps d'exposition, 2 minutes, 3 minutes, même temps d'exposition pour tout le monde, c'est pas si clair que cela. Pour les effets, quelle régularité, quelle fréquence pour les stimulations, quelle dose, quelle réponse? Il reste des points d'interrogation. On va avoir après un exercice physique, une inflammation qui peut être majorée chez les personnes qui ont une pathologie, plus de stress oxydant après l'exercice, mais est-ce un problème? Point d'interrogation. Alors quelle température? Alors, nous, naïvement, lorsqu'on a eu accès à... Alors, je collaborais à cette étude, je n'ai pas été co-auteur, mais lorsqu'on a eu accès à une chambre de cryothérapie à moins 110 degrés,
la première chose qu'on a fait, c'était de mesurer la température des gens, alors avec une technologie qui n'est pas optimale, avec des thermocouples, qui a des problèmes sans doute, mais on l'a fait. Et on s'est aperçu qu'au niveau du dos, on atteignait une température de 13,1 degrés Celsius. Le plus froid, c'était ici, au niveau des mollets. Alors 13,1 degrés Celsius, c'est inférieur à 13,6 degrés Celsius. 13,6, c'est considéré comme étant la température à partir de laquelle, lorsqu'on a une température de la peau sur une surface relativement grande, on va avoir une analgésie systémique. Donc on va moins ressentir la douleur. Et je crois que c'est une des températures à atteindre lorsque l'on est exposé à la cryo. Alors on a vérifié aussi que les tissus ne congelaient pas. Et notre record, pour 2 minutes à moins 110 degrés, il y avait une personne qui atteignait 1 ou 2 degrés, là je ne vois pas trop bien. Pour les expositions à 3 minutes, ou pour certains à plus de 3 minutes, eh bien pour l'instant, je ne crois pas qu'il y a d'autres études qui ont vérifié eh bien, ces variations de température. Alors, le nombre de sessions. Très souvent, on vous dit 10 sessions. Une cure, c'est 10 expositions, 3 fois par semaine. Alors, 20 sessions, est-ce que ça changerait quelque chose ? Pour Anna Lubkowska, pour les enzymes qui luttent contre le stress oxydant, et en particulier un enzyme qui s'appelle la superoxyde dismutase, bien vous voyez qu'entre 10 séances et 20 séances, il y a une différence. Alors, jusqu'à quel point c'est important ? Point d'interrogation. Et finalement, on ne sait pas trop. C'est toujours un problème de dose et de réponse. Si vous avez un stress oxydant, eh bien, le stress oxydant va détruire certaines lipides, acides nucléiques, protéines. Ça va avoir un impact sur vos membranes, sur votre ADN, sur vos enzymes. Mais en même temps, vous avez d'autres choses qui sont stimulées. Et par exemple, ces réactions d'apoptose, si vous avez une cellule qui est un petit peu endommagée, est-ce bien nécessaire de la conserver ? Si on induit cette apoptose-là, on va détruire cette cellule et peut-être elle va laisser la place à une nouvelle cellule qui va être plus performante. Différents types de réactions peuvent intervenir et puis qui peuvent contribuer à l'adaptation à un entraînement. Donc si vous mettez du froid ou si vous mettez plutôt trop de froid, eh bien vous allez bloquer cela, donc moins de troubles à ce niveau-là, et vous allez bloquer cela aussi, et moins d'adaptation. Donc on est dans un système de dose et de réponse. Si on bloque complètement les signaux, c'est peut-être pas la bonne idée. Alors quelle dose optimale ? Là pour l'instant, eh bien, c'est pas clair. Par rapport à l'inflammation, c'est à peu près le même raisonnement. Lorsque vous faites un entraînement, ça va induire une inflammation au niveau de vos cellules musculaires, qui est nécessaire pour l'amélioration de vos performances. Si vous bloquez avec le froid, ou si vous bloquez trop avec le froid, eh bien peut-être que l'effet recherché de l'entraînement, eh bien vous n'allez pas le retrouver. Alors là, il y a toute une discussion. Il y a des gens qui disent un peu de froid c'est bien, d'autres plus de froid c'est quand même bien. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors Bénédicte Chazot, elle pense que le froid, non, c'est pas bien. Donc vous allez avoir une inflammation qui va être trop faible, vous allez avoir une récupération plus longue. Néanmoins, elle penserait que s'il y a un moment où on peut faire de la cryo, c'est après que l'étape inflammatoire est passée. Parce que souvent, dans une inflammation, vous avez une étape inflammatoire et puis anti-inflammatoire. Si on passe la cryo juste après l'inflammation, eh bien peut-être que là, on aurait des bénéfices. Mais c'est difficile à monitorer parce que tout se passe dans le muscle, alors c'est difficile d'accès. Et puis il y en a d'autres qui pensent que finalement, si on réduit l'inflammation après un entraînement, finalement, ça induit pas de problème particulier pour la régénération musculaire. Et puis certains
ça c'est tout récent, c'est il y a quelques semaines, ça a été publié. Alors c'est des gens qui savent bien travailler, hein. Ils ont fait faire des entraînements avec des exercices intermittents à haute intensité. Ils ont mis de la cryo après. Et puis finalement, cryo ou pas cryo, eh bien, ils n'ont pas retrouvé d'inflammation ou de dommages musculaires chez les gens qui sont entraînés. Donc, on se focalise sur le muscle, mais peut-être qu'il faut voir des choses de manière beaucoup plus systémique. Et puis, vous le savez maintenant, la cryo peut avoir un impact sur le sommeil. Et peut-être que via le sommeil, on peut régler plein de choses. Une stimulation, une cure, est-ce que ça a le même impact? Eh bien, il y a des Polonais qui sont intéressés à cela. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que après une séance, eh bien, on augmentait les acides gras monoinsaturés qui ne sont pas bien pour la santé. Alors qu'après 10 séances, eh bien, on avait une diminution, ce qui est très bien. Les lipides de type trans, qui sont pas bons pour la santé, après une séance, ça augmentait, mais après 10 séances, ça diminuait nettement. Donc, une séance, 10 séances, sans doute c'est différent. Donc, vous le comprenez, la situation est très complexe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit continuer à chercher. Et donc, vous avez ici listé 3 doctorats qui ont été présentés récemment, celui de Romain Bouzigon, Xavier Guillot, celui qui travaille sur les rhumatismes, et puis Wafa Doussi, qui a été notre étudiante avec Olivier. Merci de votre attention.